d'à peu près. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Monde d'à peu près, un podcast qui vous est proposé par Artemus pour que l'information devienne connaissance. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux habituels et c'est important. Merci de commenter, partager, liker et même de vous abonner. Oui, vous pouvez vous abonner, c'est formidable. Merci de nous soutenir et de favoriser notre visibilité. À la présentation, Nicolas, accompagné aujourd'hui par Catherine. Bonjour. Et par Lamine. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un journaliste et écrivain qui, avec des essais et des romans, est à une 40aine de livres à son actif. Il s'agit de Christian Combaz. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Hein. Alors, vous êtes un auteur prolifique, donc, et on va parler aujourd'hui de votre petit dernier qui s'intitule « Rebarbe à Campagnole », qui est en quelque sorte la suite du premier sorti en 2012, oui, qui s'appelait Jean de Campagnole. Non, le deuxième a eu un tel succès que l'éditeur réédite le premier. Ah ben, c'est formidable. Alors, précipitez-vous dans les librairies habituelles, mais en particulier chez Maupassant, bien sûr. Et c'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Voilà. On souligne également qu'on peut vous retrouver régulièrement sur votre chaîne YouTube qui s'appelle Campagnole TV. Alors... Et sur un site internet qui s'appelle christiancombaz.com où vous aurez 2 livres en PDF gratuitement, un essai, 2 essais. Voilà. Merveilleux. C'est bon à savoir. Alors pour tous ceux, parce qu'il y en a encore qui ne savent pas exactement qui vous êtes et ce que vous faites, est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà qu'est-ce que donc ce Campagnole ? Campagnole, c'est un village mythique, il y a le mot campagne dedans, donc on comprend bien que c'était une ruralité que je voulais décrire. La terminaison OL, c'est dans le sud de la France. Il existait, pas très loin de chez moi, un montagnol, ça m'a inspiré. Je me suis dit, voilà, on va prendre ça. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait cette série un peu rurale ? Parce qu'au début, j'avais proposé à Flammarion de faire un livre qui se serait appelé « Éloge des braves gens ». Et l'idée, d'ailleurs, le début de cet essai figure dans le début du premier roman, celui de 2012. Mon idée, c'était que les braves gens avaient pâli dans la faveur publique. Autrefois, au XVIIIe et au XVIIIe siècle, les braves gens, c'était des gens vraiment estimables, avec de la vertu. Au XIXe, les braves gens, c'est devenu plus ou moins vers 1830, vers Louis-Philippe, des bourgeois un peu trop satisfaits d'eux-mêmes. Donc les braves gens, c'est devenu des gens qui ne veulent pas qu'on les embête et qu'on leur réclame quoi que ce soit, que les pauvres leur réclament la charité. Et peu à peu, on arrive à Brassens et Jacques Brel. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Et de manière assez étonnante, il y a eu une espèce de disqualification de la pauvreté, de la modestie surtout. La modestie au sens économique et de la modestie au sens moral. Et désormais, elle est perçue, là, depuis la guerre, comme une preuve d'imbécilité. Les gens modestes sont des gens qui n'ont pas les moyens mentaux. Mmh. Alors, j'essaie de restaurer le contraire, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont modestes et très intelligents et très soucieux d'autrui et très, au fond, marqués par le christianisme de leur enfance. Et bon, c'est ceux-là que je voulais réhabiliter. Et on m'a dit, non, c'est nul, ça ne se vendra pas. Et du coup, j'ai fait une série un peu romanesque pour les décrire, au moins. Voilà. Et quels sont les retours de ces braves gens que vous avez en général, je ne sais pas comment on dit, les campagnolais, les campagnolistes, les campagnolois? Je vais même vous le faire avec l'accent. J'habite le sud de la France, vous allez reconnaître le lieu presque d'après l'accent. Quand je décrivais leur ridicule, mais leur naïveté en fait, une grande partie d'entre eux disaient « faudra quand même voir, pas nous faire prendre pour des cons ». Donc en fait, il y a quand même toujours ce souci, malgré la tendresse du propos et du regard, il fallait toujours que je me retienne sur la voie du... j'ai fait par exemple un énorme article dans Le Monde, une page entière du Monde, à l'époque où j'étais encore persona grata dans la presse, sous le titre « Amer Aveyron ». Et je disais dans cet article d'où vient la patience des ruraux qui attendent seuls sous la pluie, etc., ou bien qui prennent leur vélo et qui sont tout trempés. Et la réponse, c'était principalement de ce qu'il n'y a pas d'autobus. Évidemment, c'est le bon sens. Je faisais un portrait d'eux qui était vraiment tendre et pour les défendre. Il y a une partie qui ont dit non, tu attires l'attention sur nous, on passe pour des cons. Bah, c'est les braves gens. Incroyable, vraiment.
Voilà, mais c'est vrai que quand même, des fois, la limite doit être assez fragile, parce qu'on est vite tenté d'être dans l'amusement, et on va vite penser à la moquerie et tout ça. Exactement. Quand on lit mes livres, il n'y a pas de doute possible, c'est forcément tendre. Mais en revanche, il est très facile pour un journaleux pénible de dire « Oh, salopard, vous avez le regard qu'il porte. » Voilà. Donc c'est facile. Il y a toujours moyen. Il y a toujours de caricaturer ce que j'ai fait. Oui. Et donc, bon, alors le livre, c'est pas vendu du tout, mais d'abord, en plus, parce que Flammarion ne l'a pas poussé. C'est terrible, parce que quand votre éditeur ne croit pas au truc, il le met un peu en place, mais bon, il laisse entendre aux commerciaux que finalement, ça n'en vaut pas la peine. En plus, ça a coïncidé avec la période de flèche de Houellebecq. Oui. Dans la même maison. Donc, là, dans ce genre de cas, il n'y a pas de place pour deux succès au même moment. Et Houellebecq a tout mangé dans cette maison Flammarion pendant plusieurs années. Et voilà. Et peut-être que les névroses de Houellebecq intéressent plus le grand public que la vie des braves gens. Je peux vous en parler. J'ai une théorie assez particulière à ce sujet. C'est que Houellebecq est une sorte d'excroissance tardive du narcissisme de la littérature française traditionnelle, dans le genre moi je, Chateaubriand, moi je suis parti en Amérique, moi je me suis tapé une jeune indienne, moi, bon, bref. Cette littérature-là a toujours eu beaucoup de succès, même jusqu'à François Mauriac, qui a toujours eu ce côté un peu où... jusqu'en 1920, il y a toujours ce côté moi-je qui... Monterland se décrit lui-même à travers ses personnages, enfin, il y a plein de choses comme ça. La seule chose, c'est que la plupart, c'était pour se glorifier, tandis que Houellebecq a restauré cette tradition du narcissisme autosatisfait, disons, dans l'insatisfaction. Et là, évidemment, ça passe beaucoup mieux, puisque s'il dit « j'ai été nul sur ce coup-là, je vais vous livrer un portrait de moi qui n'est pas très flatteur », évidemment, tout le monde se dit, bon, effectivement, il parle beaucoup de lui, mais au moins, il se monte pas le col, quoi. Alors, cette méthode a été aussi employée par un type que j'estime bien plus que Houellebecq, et j'imagine que beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est pareil, qui s'appelle Emmanuel Carrère, qui est le fils de Carrère d'Encausse, qui a fait plusieurs livres vraiment très intéressants, mais un peu dans le même style, un peu dans le style, je vous raconte ma vie au coin du comptoir, j'ai été vraiment nul, là j'ai été trop timide, j'ai pas osé lui parler. Et donc, c'est devenu une méthode. Pardon. Non, continuez. C'est devenu une méthode de, comment dire, une fausse modestie. C'est ça, une fausse modestie. Et quand ils voient que ça commence à ennuyer le lecteur, ils envoient un petit coup de, ça s'appelle Houellebecq. Houellebecq, on ne dit pas assez que les 3 ou 4 premiers livres, pas le premier qui était pas mal, qui s'appelait Les particules élémentaires, mais les 2 ou 3 autres, leur succès est basé sur 40 pages de pornographie pure. Alors, est-ce que les braves gens sont actuellement des gens soumis, obéissants, sages, ou bien simplement discrets, tout en n'étant pas soumis, ni sages, ni... Voilà. Je pense qu'ils attendent un peu l'horreur. Ils ont très bien compris que la société des méprisants, des chaînes du câble, etc., allait mettre un genou à terre. Et que si le pays a vraiment du mal, et quand je parle du pays, c'est valable aussi pour la Wallonie, j'imagine, c'est quand même les gens simples qui vont redresser la tête, cultiver les potagers, remonter le moral des troupes. Donc ils sont discrets. Ils sont discrets. Alors, le problème, c'est pas entièrement vrai ce que je vous dis, ça ne concerne que la génération des 40 ans. Les tout jeunes, les 25 ans, ils sont complètement noyés dans leurs jeux vidéo, ils ne pensent qu'aux vampires dans le feuilleton télé de l'Oregon. Et donc, ils sont qui leur donne l'illusion d'avoir du pouvoir. Incroyable, ils sont complètement laminés par la culture américaine. Un mot sur 2 en anglais. C'est vrai. Ils écoutent les mêmes musiques, ils parlent même plus de musique, ils parlent de son. J'ai écouté un son. C'est vrai. Et on n'applaudit plus, on fait du bruit. Oui, c'est ça exactement. Aussi, c'est le même principe. Et donc, bref, les tout jeunes sont vraiment un peu laminés par le... Mais ils ne sont pas les plus nombreux, ils sont même les moins nombreux. Les plus nombreux en ce moment, c'est les 40-80. Quoi. Et donc, je pense qu'il y a une espèce de bloc de résistance éventuelle, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Là, maintenant, je pense que la résistance devrait se manifester dans les prochains mois. Sortir de la discrétion, justement. Oui. Mais cette résistance, est-ce qu'elle existe vraiment dans le sens où chacun prêche pour sa chapelle? On sait de quoi on parle, qu'il n'y a pas vraiment de structuration dedans. Alors, ça peut venir. Là, vous êtes en train, en fait, de pratiquer une démarche de préparation, sans le savoir, de préparation de l'avenir. Vous essayez de séduire un public, un fragment du public, qui peut vous en être reconnaissant quand les portes de la révolte seront ouvertes.
Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut enfoncer un petit peu la porte pour dire que lorsque le courant d'air sera vraiment déclaré, vous êtes l'un des premiers à avoir... vous êtes parmi ceux qui ont commencé à libérer cette parole-là. La porte sera de toute façon grande ouverte dans pas longtemps. On en parlait hors antenne, mais je peux le refaire. Je pense qu'il y a un tropisme détestable en ce moment, qui est celui du rassemblement des révoltes en un seul canal, contrôlé par ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Oui, ok. C'est-à-dire que vous regardez Hanouna en France, il doit y avoir l'équivalent en Belgique, ce sont des gens qui ont compris qu'il y avait un besoin de révolte, mais qui ont compris qu'il fallait creuser un petit canal pour qu'elle tombe dedans. Et on voit très bien à quel point Hanouna, dans tout son discours très trumpien, finalement, quand on regarde, on lui dit « Qu'est-ce que tu ferais si tu étais au pouvoir ?» Il répond « Je supprimerais ça et ça ». C'est exactement ce que fait Trump, ce que fait Milley. Et donc, il a très bien compris qu'il y avait un phénomène d'opinion qui, pour l'instant, en Europe, est plus intelligent que ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de révoltes, dans la vôtre, j'imagine, qui sont assez dispersées. Par exemple, moi, je suis très latin-grec dans ma révolte. Je pense que la vieille culture européenne a encore son mot à dire. Grâce à l'Est, puisque j'ai beaucoup vécu à l'Est dans les années de post-chute du mur, je peux vous dire que les familles faisaient de la musique de chambre après le dîner. Personne ne vous en parle, ça, mais il y a quand même un énorme fond culturel qui demande qu'à être relevé. On a une belle évolution, on est passé du violon après le repas à Netflix. Mais néanmoins, Hanouna, je suis d'accord avec vous, c'est une façon de canaliser, mais ça encourage tous ceux qui n'osaient pas dire ce qu'ils pensaient. C'est vrai, mais en même temps, on peut soi-même en profiter. Il y a ce côté à la schlag. Ouais. Verbalement, il est à la schlag. Non, oui, toi, tu te tais. Non, toi, c'est moi qui parle. Ben, c'est effrayant. C'est vulgaire, en fait. Mais, alors, il est très vulgaire, mais c'est son âme qui est vulgaire, parce qu'il n'est pas si grossier que ça dans son langage, encore que. Mais son âme est visiblement très vulgaire. C'est quand même une autre culture que la nôtre. C'est vraiment une culture qui vient de la tchatche, des trois connards qui s'invectivent au pied des cités, alors qu'il est fils de médecin. Il a adopté ce langage du pied des cités. Donc ça veut dire que c'est un battleur. Même Bernard Tapie, qui était au fond le pire des battleurs dans la France d'il y a 10-20 ans, n'a jamais osé pratiquer le langage des banlieues. On pourrait considérer... Après, Bernard Tapie avait un côté plus Trump que oui, mais il parlait un français convenable. Oui, tout à fait, il avait compris les codes. Il était copain avec des acteurs culturels comme Claude Lelouch, donc il a jamais... il n'a pas surjoué, oui, c'est ça, il n'a pas surjoué ce côté. Oui, néanmoins, je pense qu'on peut tirer les marrons de tous les feux qu'on veut. Oui, ça oui. Hanouna, mine de rien, avec toute sa vulgarité et il est assez limité quand même, a l'utilité, je pense, d'inviter des personnes, même si c'est de l'opposition. Pour les faire trébucher. Oui, mais les gens écoutent. Les braves gens écoutent quand même. Et oui, d'ailleurs, est-ce que les braves gens tombent dans ce panneau, en fait? C'est la question. Bonne question. Le seul qui se soit à peu près tiré du guet-apens, c'est Divisio. Oui, qui fait un double. Réussi quand même. Mais Divisio, il fait du de vitesse chez Hanouna quand même. Mais enfin, à chaque fois, la démarche, d'ailleurs, c'est la même que Pascal Praud. C'est pas pour rien qu'ils sont issus du même sérail. La démarche consiste, dès qu'une parole, et j'ai subi ça avec Ardisson, parce que c'est le même système, dès qu'une parole s'élève un petit peu, demande à être entendue, le type étudie vaguement le dossier, il se dit, moi, ce serait le moment de le laisser parler, comme ça on va pouvoir l'éteindre. Et dans mon cas, ça a été frappant. Il y a 20-30 ans, il m'invite avec Joy Star, Joy Star et avec le connard 68 ans, le cinéaste, vous vous souvenez C'est vague aussi comme portrait. C'est vrai que ça fait du monde. Et Joy Star, à qui on a dit pas du alors tout. Tu l'as lu? Non, mais j'ai pas besoin de le lire pour savoir que c'est de la merde. Voilà. Ça, je déteste. Ça, le niveau du plateau d'Ardisson à l'époque. Alors, en plus, Ardisson est un méchant puisque il avait parfaitement lu le livre. En le présentant, il y avait une fiche, il décrit parfaitement le contenu du livre. Oui. Mais il m'avait invité pour être dégommé par Joe Star, etc. Et la chose bonne à savoir, c'est que je n'étais pas averti de la nature des autres invités. On m'avait dit non, pas de problème, il y a Kersozon. Donc je me suis dit, Kersozon. Il peut être que de mon côté.
Effectivement, heureusement, Kersozon m'a bien défendu contre cette meute, littéralement. Oui. Mais enfin bref. C'était un peu un guet-apens, quoi. En fait, voilà, c'est l'arène. C'est une arène. Ça ne m'était pas réservé. C'est une méthode de fonctionnement systématique qui consiste à couper les têtes qui dépassent. Oui. Et donc, sauf que là, avec les médias alternatifs, dont vous êtes un élément, les têtes qui dépassent, ils continuent à dépasser pendant 1 heure. Voilà, c'est tout. Mais il y a des statistiques qui disent que quand même les masses médias perdent de l'audience. Et moi, mes statistiques à moi, c'est de lire les commentaires sous les médias alternatifs, sous vos commentaires. Il y a un net changement depuis 5 ans. Évidemment. Donc, quelque part, tout amène quand même à une certaine prise de conscience pour une majorité de personnes qui n'auraient jamais réagi sans ça. Et même de la part du pouvoir lui-même, parce qu'on en parlait là encore un petit peu hors antenne, je suis un peu embêtant pour le pouvoir, parce que je suis objectivement du sérail de la littérature primée par l'Académie, latin-grec, les jésuites, Sciences Po, bref, et puis une 40aine de livres. Et c'est très difficile de me faire passer pour un voyou de l'opinion. Je ne veux pas être trop méchant, mais je suis même un peu plus digne que Soral, disons, sur le point. Moi, je dis pas, je me la suis tapée avant toi, cette fille. Enfin, c'est pas mon genre, quoi. Non, et puis c'est pas. C'est un complexe qui se manifeste en disant ça. En fait, le pouvoir, quand il veut tomber sur quelqu'un, il a plutôt tendance, évidemment, à tomber sur Soral, parce qu'il sait que ça va être relativement populaire. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Alors que moi, c'est difficile, parce que je suis un peu lisse. Et puis, il y a ce côté bon papa avec ma barbe. C'est vrai que quand j'étais glas, donc il y a longtemps, surtout avec le même ton un peu professoral qu'est le mien, on se disait, est-ce qu'il n'est pas un peu prétentieux celui-là? Là, après 70 ans, quand vous avez la tête du Père Noël, il est évident qu'il y a un préjugé favorable, dont je joue un peu. Mais c'est un paradoxe intéressant chez vous, c'est que vous avez ce côté, ce phrasé qui peut faire vieille France, etc. Et en même temps, vous avez ce parler vrai qui est un de vos points forts, justement, qui peut... un rapport aux politiques, au rapport au pouvoir, qui peut créer cette différence où ça intéresse les gens. Parce que tout à coup, ça peut les ennuyer, mais en même temps, il dit tiens, il y a quelqu'un un peu du sérail, on va dire, dans le sens un peu schématique du terme. Non, pour répondre à votre question, je pense que si les portes s'ouvrent vers l'opposition, disons, qui parle bien, je serai l'un des premiers à monter au micro, parce que on sait que je vais pas déborder trop fort, trop méchamment, je vais peut-être appeler à la modération quand même, tout en étant relativement sévère sur le plan moral. Et donc ils ont besoin au fond de canaliser, ils vont bien être obligés de rouvrir les portes, hein, c'est évident. Donc les premiers qui vont laisser entrer, c'est forcément des gens qui ont fait un peu des études. C'est logique. Et donc, il n'est pas impossible que des gens comme Hanouna invitent des gens comme moi pour essayer de les faire trébucher. Mais là, moi, je me garderais bien de dire oui. Il ne faut pas y aller, quoi. Il faut pas y aller. Non, ou bien en direct. Ou bien en direct. Il faut accepter que le direct. Il n'y a pas de direct. Le problème du direct, c'est que quand on vous met justement des Joe Star en face qui vous disent moi, j'ai dit à mon frère, mais je vous le fais exactement comme ça s'est passé. J'ai dit à mon frère, t'as un petit slip. Oh là là. Là, c'est le niveau Joe Star. Donc, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Mais même, quand il est très décevant. Quand on regarde un plateau d'Hanouna, c'est la cacophonie. C'est oui, du spectacle, en fait. Oui, il y a quand même un aspect qu'il faut rappeler à tout le monde, même si c'est pas clair pour tout le monde. Il n'y a pas de direct absolu à la télévision. Il y a toujours un léger différent. Donc, quoi qu'il vienne à arriver, ils peuvent couper un bout, ils peuvent reprendre, etc. Donc, c'est une arnaque. Il n'y a pas de direct absolu. Il y a bien plus ridicule que ça. Je vous le fais vraiment en une phrase. Que le petit Kourou, à qui on dit, toi, il a un père. Ah non, m'en parle pas, il est en ce moment en Côte d'Ivoire. Il est aux mains pas loin des rebelles. Je suis très inquiet, etc. Et à un moment, Ardisson coupe. Non, c'était pas bon. Tu me l'as refait. Ah oui? Incroyable. Et elle a repleurniché. Oh waouh. Sur son père en Côte d'Ivoire. Oui, c'est agaçant. Nous, en Belgique, on a eu quand même, ils ont eu l'audace de le dire, c'est que quand il y a eu l'investiture de Trump, ils ont dit donc en Belgique, oui. Oui, ils ont dit que le message était normalement en direct. Le discours. Ils ont dit qu'eux, ils différaient, pourraient censurer au cas où ils diraient des choses mal pensant, etc. J'ai trouvé ça, ils l'ont avoué. Incroyable. Ça, c'est en Belgique. Mais maintenant, ils osent le dire. C'est très nouveau, ils osent le dire. Ah oui, non, c'est tout transparent, c'est comme le cordon sanitaire. Oui. Ils avaient clairement dit que non. Des fois, ils se font avoir. Il y avait eu ça avec Quotidien. En fait, quand Notre-Dame a brûlé, Quotidien, c'est en direct tous les soirs à la télé. Oui, bien sûr. Et en fait, ils n'ont rien dit, alors que c'était sur toutes les chaînes, parce qu'ils étaient en décalé de 45 minutes, 50 minutes. Et ils ont dû dire qu'après,
Et ouais, et après ils ont dû avouer qu'en fait leur direct a toujours 30 à 45 minutes de décalage si jamais il y a un problème. Voilà. Donc c'est pour dire que même en direct, sachant en plus que tu as une horde qui veulent te bouffer, et t'es pas vraiment en direct, mais s'ils veulent te descendre, cette dissonance cognitive est devenue banale. Les braves gens, ça ne les est l'acceptent. Il y a une dissonance. Alors c'est un peu difficile parce que évidemment, si vous leur expliquez que c'est pas normal et qu'ils devraient pas l'accepter, c'est vous qui passez pour un didactique pénible. Oui. Nous fais pas ton prof. Oui. Mais oui, c'est ça qui est. Oui. Donc il faut arriver à faire une sorte de sketch marrant sur ce thème en disant, vous voyez, comme vous êtes fait blouser. Et là, ça peut passer. J'aime bien le ton, par exemple, de Naïm. Vous voyez qui est Naïm? Oui. Mais le Naïm est à la limite de cette espèce d'humour assez vachard, quand même. Hein. Là, récemment, il a pleurniché en fin d'émission en imitant Macron, et en disant « Brigitte, on va être obligé de leur dire. » C'est formidable. Donc, il s'est arrêté juste au bon moment, mais c'est bon. Et là, toute la salle a compris. Bah, c'est cet humour-là qui nous manque. Il nous faut, évidemment. Les non-dits, quoi. Ils se protègent. Vous avez une bonne expérience, justement, de la réaction des braves gens, on va les appeler comme ça, puisque votre livre, donc Rebarbe à Campagnole, se passe pendant le confinement, pendant les fameux événements de 2020. Oui. Et là, vous avez pu voir sur le terrain, en direct, qu'est-ce que ça représentait chez les braves gens, chez les gens des campagnes? Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Et quelles ont été les réactions? Est-ce que ça a été aussi scindé que partout? Est-ce qu'il y avait une différence vraiment parce qu'on était dans la France profonde? Comment vous avez vécu ça et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ça, je peux vous le dire parce que c'est la limite, la démarcation a été très politique. Chez nous, les vieux gauches, pas gauchistes, les vieux communistes, les vieux institutionnels de la gauche, ceux qui ont une bonne retraite parce qu'ils ont été conducteurs de TGV, qui gagnent, je crois, 3 500, 4 000 de retraite par mois, ce qui est quand même beaucoup dans un village. Bien sûr. Eh bien, ceux-là étaient hyper staliniens, du style « t'as pas ton masque, arrête ». Oh, waouh. Ah oui, incroyable. Mais ils étaient 10 à 15%. Oui. Et donc, chez nous, il y a une grosse tradition de ce socialisme-communisme en béton, disons. Oui. Et c'est ceux-là qui ont été les plus défenseurs de la discipline covidesque. Wow. En revanche, tous les gens comme moi, donc un peu à droite, ou nettement à droite, mais ricanant, n'avaient pas de masque, disaient aux gendarmes, ne te mêle pas de m'arrêter parce que je te mets ta photo sur Twitter. Donc en fait, nous, on traitait la puissance publique avec beaucoup de désinvolture et on n'a jamais pris d'amende. Donc il y avait quand même ce ballon d'oxygène. Bon, nous, on a eu aussi des scènes assez extraordinaires. Le maire court après des chasseurs, voilà, disant hey, vous n'avez pas le masque, vous n'avez pas le masque. Alors le mec il dit mais il n'a pas le masque, mais il n'avait pas le masque non plus mardi. Mais mardi c'était une battue administrative, ils avaient le droit de ne pas avoir le masque. Alors que là c'était des privés. Alors le type dit oui, la dissonance. Alors incroyable. Alors du coup le maire lui dit mais attends, j'appelle la préfète, la sous-préfète, elle va te le confirmer. Et alors, il passe le téléphone de la sous-préfète au chasseur qui dit « Mais moi, madame, je vous confirme que je vous emmerde. » Voilà, ça, c'est une scène de Covid de chez moi. Mais oui. Mais c'était vraiment la gauche versus la droite au niveau des... Je respecte pas. Un peu. Il n'y a pas une vieille tradition d'anarchistes de gauche qui... Disons que si. Alors si, parce que le maire, qui est vraiment... je ne dirais pas un couillon, je l'appellerais plutôt un nul sur le plan sociologique. Il veut un pass sanitaire pour le marché de Noël, y compris pour les exposants. Oui. Alors chez nous, c'est un gros village un peu provençal, donc il y a des gens qui font des savons, du miel, bon... Il ne s'est pas aperçu que les exposants sont par nature des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner. Et donc, il n'y a eu personne. On n'a pas eu un seul exposant, le marché a été annulé. Donc on voit bien que la France profonde est évidemment pleine de sagesse. Et alors le maire, pourquoi n'est-il pas sage? Je vais vous le dire, parce que c'est un fils de notable qui a passé toute sa jeunesse ivre-mort, mais vraiment très, très, très alcoolisé. Ensuite, désintoxication, ensuite redresse la tête, reprend l'image du père qui était maire du village, redevient maire du village, et depuis est complètement collé aux élites auxquelles il veut ressembler. Et ça veut dire qu'il va monter au département... Il doit se racheter une vertu. Pour aller devancer le département dans toutes les mesures qu'il inflige à la population.
Alors, par exemple, récemment, là, même les nonagénaires chez nous doivent faire 600 mètres à pied pour aller mettre leurs poubelles, parce que, contrairement à ce qui se passe en Belgique, puisque je viens de le voir en passant sur l'autoroute, en Belgique, il y a une poubelle, 2 poubelles par place de voiture. Donc ça fait 40 poubelles et le type vide les 40 poubelles. Non, chez nous en France, comme on est bien des staliniens, eh bien on vous fait une énorme cuve en inox et tout le monde doit faire la queue pour jeter ses poubelles dans la même cuve. Eh bien c'est exactement ce que voulait instaurer notre maire chez nous. A instauré, mais les gens sont furieux. Les gens, au lieu de mettre leurs poubelles dans le bac, oui, c'est ça. Ils sont obligés d'aller dans la campagne où il y a une sorte de... Oui, du coup, il y a des poubelles sauvages. Il y a un poubellodrome, vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, alors, maintenant il y a des poubelles sauvages parce que les très vieux, ils mettent ça devant la mairie, t'as l'air de dire, puisque tu m'as imposé cette règle, je suis suffisamment vieux pour ne pas l'observer. Alors on nous a dit, enfin, quand j'ai gueulé au nom de tous ces vieux, dont je fais un peu partie désormais, je dis, mais comment ils font les vieux là qui n'ont même pas de voiture? Il me dit, mais ils n'ont qu'à s'adresser à l'ADMR. Donc j'ai téléphoné par curiosité à l'ADMR, qui est l'aide à domicile en milieu rural. C'est un organisme, il y en a dans toutes les campagnes. Et l'ADMR dit, non, qu'ils aillent se faire foutre, on n'est pas là, on n'est pas des éboueurs, on ramassera pas les poubelles. Pour les vieux, donc. C'est ahurissant. Oui. Un truc qui pourrait peut-être vous intéresser, c'est qu'ici en Belgique, concernant l'injection, durant cette période covidienne, c'est dans les milieux les plus modestes, dans les communes, on va dire, les plus modestes, où il y a eu le moins d'injections. Oui, ça ne m'étonne pas. Oui. Et donc, c'est le bon sens en nous parlant. Oui, c'est le bon sens. Oui. Évidemment. Alors chez nous, c'est un peu moins parce qu'il y a eu quand même. Chez nous, il y a une espèce de dévotion à l'image du médecin qui a beaucoup souffert, évidemment, avec tout ça. Maintenant, plus personne n'a cette dévotion-là. Pour une autre raison, d'ailleurs, c'est que si quand même nous, les gens ont commencé à avoir des doutes parce que 2 doctoresses de chez nous ont pris leur retraite plutôt que de participer à cette opération. Oui. Ça veut dire, mais comment il y a un désert médical, vous prenez votre retraite, et vous dites, moi j'aurais pas pris ma retraite si on m'imposait pas des choses pareilles. Là, on veut me les imposer, donc je plie bagage. Et voilà. Et donc les gens ont compris que si les médecins étaient contre la mesure, enfin les médecins de base, ceux qui connaissaient, c'est que la mesure était douteuse. Exact. Donc il y a quand même, il y avait encore, ou peut-être que maintenant elle a été mise à doute, mais une confiance envers la blouse blanche en fait. Non, je pense qu'elle est bien amochée, cette confiance. Bien entamée, parce que, alors, le problème aussi, c'est qu'il y a eu une démocratisation du métier de médecin. Toutes les familles maintenant en ont. Disons, toutes les familles de bourgeoisie moyenne ou supérieure ont des médecins dans leur famille. Et on a pu s'apercevoir chez soi, et ça se vérifie pleinement dans ma propre famille, que les 2 médecins de la famille sont les 2 pervers narcissiques pénibles qui font chier tout le monde les jours d'enterrement, qui disent papa aurait voulu que je fasse ceci, cela, qui prennent la direction de tous leurs frères et sœurs, leurs cousins. Mais votre famille ne veut pas être contente. Incroyable. Mais moi, j'ai un frère qui est comme ça, c'est effrayant, qui essaie de dominer tout, qui dit oui, j'ai dit à maman que j'avais la procuration, c'est plus commode. Enfin, c'est incroyable. Oui. Voilà. Oui, c'est le prestige que ceux qui ont fait des longues études se donnent, parce qu'il s'est dit, j'ai fait ces études, tu ne les as pas faites. Sauf que les médecins, c'est des études très particulières. Vous savez, c'est de la mémoire. Vous avez vu que le docteur Knock, oui. Il y a chez le médecin, dans le désir d'accéder à cette profession, un désir de contrôler autrui. Oui. Que Knock manifeste parfaitement en disant, à l'heure où je vous parle, il y a 1 millier de thermomètres vont entrer où je pense, parce que je l'ai décidé. Parce que c'est ça qui est important, c'est que c'est moi qui l'ai décidé. Quoi. Oui, je vois la même chose comme ça. Mais après, dans ces braves gens, il y a quand même ils sont quand même assez baignés dans la culture américaine. C'est-à-dire, il y a ces codes ou pas. Comment vous le voyez par rapport à ça? Vous parlez des victimes du Covid au sens médiatique? Je vous parle même des braves gens, donc effectivement, il y a une partie qui a compris un peu, on va dire, l'entourloupe, mais il y a quand même toujours ce côté, on ne va pas à fond dans le sujet. C'est de moins en moins vrai. Okay. C'est de moins en moins vrai. Franchement, maintenant, le nombre d'effets secondaires est tellement important. Des effets secondaires, je ne parle pas des morts subites. Il y en a eu. Hein. Chez nous, on n'a jamais vu autant de morts subites sur 400 habitants que cette année. Hein. D'accord. Des gens de 52 ans. Alors on dit oui, mais il avait un terrain cardiaque. D'accord, c'est quand même le 4e. Oui. Donc il y a eu des vieilles dames mortes pendant leur sommeil. C'est ça le vice de ces... Un type de 58 ans, soi-disant mort d'une chute dans l'escalier. Mais désolé, mais bon, même si l'escalier est raide, donc l'enquête vague du médecin que j'ai interrogé me dit oui, il était très 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 blessé au visage. Quand on tombe dans l'escalier, qu'on est très blessé au visage, c'est qu'on n'a pas protégé son visage avec ses mains
Pourquoi ? Parce qu'on était mort pratiquement à la En dernière haut, marche. ouais, en tombant. Et donc, Ouais. il y a un faisceau d'indices qui devient quand même très préoccupant, sans parler des rumeurs que j'ai pas vérifiées, mais elles sont tellement nombreuses, sur le nombre des candidats aux pompes funèbres, Et qui devient c'est quand même vrai. très... Voilà. Oui. Nous avons un croque-mort, comme on les appelait à l'époque, à Bruxelles, qui nous a confirmé qu'il avait une explosion depuis 3 ans de travail et ça suivait plus tellement ils ont de. Et puis ils avaient quand pas eu ils ça. embaument, Et comme lui, il est également inoculé par le fameux produit. Quand je lui ai demandé à quoi c'était dû selon lui, il m'a dit on ne sait pas. Évidemment. C'était- Alors c'était- moi, mon frère va me répondre, c'est le Covid. voilà. Je dis, mais attends, oui, c'est le Covid, puisque le vaccin donne le Covid. Oui. Parce que les seules personnes que j'ai vues qui ont fait un Covid carabiné cette année, c'est des gens qui étaient vaccinés. Oui, mais ils sont pas morts d'un Covid grave, c'est ça. Ah oui, c'est ça, exactement. Et ça, on le trouve dans mon livre. Heureusement qu'il n'est pas mort d'une forme La grave. fameuse forme grave. Pour en revenir à ce qu'on disait plus tôt, vous parliez d'une possible révolution au vu des accélérations de ce qui se passe, des élections aux États-Unis et autres. Ouais. Comment vous la voyez se passer, cette révolution en Europe? Parce qu'on n'a pas de Trump ici, si vous voulez. Je vais être bref. En plus, c'est assez récent, parce que je viens de dire à ce sujet, je suis invité dans 10 jours dans une manifestation dans le sud de la France où il y a les fameux généraux signataires de la protestation contre le gouvernement. Et donc le truc est très orienté sur, et même il y a une table ronde à laquelle je vais participer, sur le thème de la guerre civile. Je ne crois pas à une guerre civile d'affrontement de type espagnol. C'est évidemment que non. En revanche, je crois beaucoup à des escarmouches vraiment grosses, presque à la syrienne, parce que d'abord les positions sont très écartées les unes des autres. Il n'y a pas donc 2 camps, il y en aura 4. Je ne les connais pas, mais il y en aura à peu près 4. Il y aura des zones de non-droit, des checkpoints. La vie économique va continuer à fonctionner. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que les gens qui font fonctionner des usines, et notamment des usines sensibles, vont louer des milices. Ces milices vont faire quoi ? Elles vont d'abord défendre les usines, puis le quartier. Puis si vraiment il y a des incursions du quartier voisin, elles vont aller faire une nuit punitive au quartier voisin. Et donc c'est comme ça qu'on passe d'une milice proprement professionnelle, proprement économique, je veux dire, à une milice de maintien de l'ordre dans un quartier ou dans une ville. Donc voilà ce qui nous attend. Alors pourquoi ce n'est pas si grave que ça ? Si, c'est grave évidemment sur le plan humain, parce que ça mènera évidemment à des drames, mais c'est pas grave sur le plan culturel. Moi, c'est un peu celui qui me préoccupe. Ce genre de défense locale va évidemment maintenir un glacis culturel important. Les gens iront au théâtre, il y aura peut-être des checkpoints et des fouilles à corps partout, mais il y aura quand même une vie sociale qui va continuer dans des zones bien privilégiées, comme ça a été le cas pendant très longtemps à Beyrouth. Ça a été le cas presque dans toutes les guerres. Il y a toujours eu des zones absolument, privilégiées. absolument. Mais par contre, ce que vous dites m'interpelle parce que je pense que ce qui nous a tous frappés dans cette histoire du Covid, c'est qu'au sein même d'une famille, il y avait des ruptures. Oui. Et je pense que c'est ça, c'est cette fameuse rupture qui, Une dans... rupture psychologique, elle existait déjà, cette rupture. Oui, sauf que cette rupture va servir, ce que vous venez d'expliquer, alors que... Non, pas entièrement, parce que je n'ai pas cité un des protagonistes. Justement. Un des futurs protagonistes qui aura une importance considérable et qui fera l'unanimité contre lui, c'est le narcotrafic. On va vers une situation à la salvadorienne. Oui. Donc, même si des factions du type les nervis, comme on dit, défenseurs d'usines avec des bâtons, ne peuvent pas s'entendre avec les gauchistes qui ont d'ailleurs les mêmes bâtons, ils s'entendront forcément pour lutter contre les narcos qui sont des gens cruels, etc. Et donc les narcos... C'est ça. En fait, il faut réunir... parce que mon ex-époux vient de l'Angola. Il a dit, moi j'ai fui l'Angola quand a commencé la guerre civile là-bas, parce que je devais tirer contre mes amis, contre mes frères et sœurs. Donc ça, il y en a beaucoup qui ont dit non. Mais avec cette séparation qui ont été faites dans les familles, les meilleurs amis, il faut retrouver, non, je ne vais pas me battre avec mon ami, je ne vais pas me battre avec mon frère ou ma sœur. Si on trouve ça, votre plan pourrait ne pas se réaliser, enfin votre prédiction pourrait ne pas se réaliser. Sauf que je pense qu'ils ont justement préparé l'état psychologique
pour ça, Ça éventuellement. ne marchera pas chez nous. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais par exemple, nous, ils ont essayé de ramasser les armes en pays rural. En disant, vous avez jusqu'au temps, comme ça, Oui, Oui. vous ne serez pas punis. Ça n'a absolument pas marché. Moi, Quelle je sais chance. que je connais beaucoup de ruraux qui, Oui. au contraire, se sont dit, ouh là là, ça devient suspect, je vais planquer mes armes dans une grotte. Parce que nous avons un pays avec des grottes absolument partout. Donc, Oui. impossible de trouver un paquet en plastique avec Oui. des armes dedans. En Belgique, c'est depuis longtemps ouais. que les armes ont été récupérées. Depuis très longtemps. Ben oui, mais donc voilà, évidemment, Macron l'a fait de manière très maladroite et ça a allumé les soupçons immédiatement. On a eu une date limite pour apporter ça, etc. Donc, bon. Et donc la plupart des paysans, effectivement, ont beaucoup d'armes de guerre. Moi, au moins, parmi les gens que je connais, il y a au moins 3 ou 4 9 mm. Avec des vieilles dames qui regardent, ah, il paraît que c'est dangereux, ne touchez pas. Mais elles ont un 9 mm à la Oui, maison, quoi. ma grand-mère en avait un. Ah bah, C'est il est- étonnant que Macron ait commis une maladresse. C'est pas souvent. Oui, ce serait vraiment la première. Ouais, c'est vraiment la- D'ailleurs, à ce propos, d'ailleurs, dans Rebarbe à Campagnol, et on retrouve les personnages de Campagnol, il y en a toute une série, des habitués, on va dire. Et là, il y a l'idiot du village Oui. qui a la chance ou la malchance très vite d'être un sosie d'Emmanuel Macron. Oui, mais c'est vrai. Mais d'abord, c'est pas rare un sosie d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous avez vu la tête de Maurice Vian. Oui, c'est c'est vrai. Oui, c'est c'est vrai. vrai. Conforme. Oui, complètement. Donc c'est un physique relativement banal. Banal, exactement. Et alors donc c'est là-dessus que je me suis basé. J'avais fait une chronique où je le rendais vendeur de voitures qui ressemblait à Macron et donc ça l'aidait parce qu'il jouait les jolis cœurs, etc. Puis je me suis dit c'est bête de les laisser comme ça dans une rubrique. Je vais le mettre dans le roman. Et dans le roman, il n'est plus vendeur de voitures, il est beau parleur mais trop haut pour son niveau réel. Un peu quand il est idiot de village, disons qu'il a une culture absolument dérisoire. Il est obsédé par les arts martiaux. Il a beaucoup lu des bandes dessinées. Il est par exemple très amateur de Captain America et toute la mythologie. Il se fait appeler Magneto, qui est un personnage des Oui, oui, oui. fantastiques. C'est X-Men. Voilà, X-Men. Oui. Et donc, bref, c'est un personnage qui est presque attendrissant, mais en même temps très brutal. Et bon. Et alors, pour résumer pour les lecteurs, j'espère qu'il y aura des lecteurs, c'est que au début, ça le flatte de ressembler au président de la République, puis même c'est plutôt bien quand on va sur la côte avec un de ses vieux copains qui l'emmène en bagnole, parce qu'en plus, ça l'amuse, lui, de se promener avec un sosie de Macron. Et donc, sur la plage, ça marche très bien. Pendant 2 ans, puis au bout d'un moment, Macron devient très impopulaire, Oui. et ça marche moins bien, parce qu'il se fait moquer Oui. aux terrasses des Il reçoit cafés. des tomates. Du coup, là, voilà, il est très, très en retrait. Et non seulement ça, mais il devient agressif. Et c'est là que ça m'amuse, moi, comme romancier, puisque je fais quand même un conte à la Alphonse Daudet. C'est qu'il défend le président, puisque c'est son sosie, d'une manière tellement grotesque, en disant « Mais non, pas du tout, mais vous n'y êtes pas du tout, c'est un homme à femme. D'ailleurs, Brigitte est très, très jalouse de lui pour cette raison. Il n'a que des maîtresses. » Et alors, évidemment, il en fait tellement dans ce style-là qu'il jette De l'huile sur le feu. voilà, et le ridicule sur le personnage. Puis à la fin, évidemment, il fait ce que son modèle va faire, à mon avis, puisque là, on redevient sérieux. Il finit mal parce que son modèle va finir mal. Mais On n'imagine pas, à mon avis. En fait, le romancier a une liberté de créativité. Je suppose que ça vous aide beaucoup à vous défouler. Oui, mais en même temps, j'ai quand même un petit côté un peu devin. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous êtes tellement familier de l'univers mental que vous décrivez, que vous dites, ça ne peut finir que comme ça. Et dans le cas de Macron, que je décris par son sosie idiot de village, je pense que ça ne peut finir que brutalement. Oui. Mais est-ce que Je vous, à pense titre aussi. personnel, vous avez les mêmes itinéraires par rapport à Macron? C'est-à-dire que Non. vous pouviez penser au début que Non, c'était un pas- type plutôt jamais, intéressant, Jamais, d'ailleurs. parce que vous êtes très désagréable avec lui. Donc Jamais. d'entrée, ce gars ne vous plaît pas. Et qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement à Non, mais Macron? vous allez voir, j'invite ceux qui nous écoutent, puisque YouTube ne l'a pas écrasé encore, le sujet que j'ai réalisé en avril 2017, c'est-à-dire 15 jours avant l'élection, en disant textuellement, ne votez pas pour ce type-là, il est fait pour vous écraser. Oui. Je disais ça, je disais C'est qu'il la ressemble vérité. à la petite fille à la fin de Charlie et la chocolaterie qui veut qu'on lui achète les écureuils. Et il mérite quoi, disais-je dans la chronique, que je vous donnerai son titre que vous trouverez sur YouTube, il dit, il mérite le sort qui est arrivé à la petite fille, hop, à la poubelle. Parce qu'en effet, elle est évacuée dans un tourbillon. Donc le sujet, qui est un sujet vidéo que vous trouvez sur YouTube, s'appelle « L'aile ou la cuisse de Jupiter ». Parce que je fais le parallèle entre le personnage de Macron et celui de Tricatel dans L'aile ou la cuisse, qui à la fin
Et à mon avis, c'est ce qui va arriver à Macron. À la fin, Tricatel se penche vers son adjoint en disant de Coluche et de son père Funès, bon, vous pouvez faire des saucisses en plus si vous voulez, vous les faites tomber dans la cuve. Et sauf que le micro n'est pas fermé. Et donc là, je pense qu'il va arriver un truc comme ça à Macron, si c'est pas déjà le cas. À mon avis, on a dû enregistrer quelque chose qui montre que le personnage est un démon. Et donc, la preuve qu'il est un démon va faire que tout le monde va s'abattre sur lui. Ça me paraît. Ouais, c'est-à-dire que ces maîtres, entre guillemets, vont le lâcher parce qu'il est plus contrôlable, oui, en fait. Oui, mais je crois qu'il a déjà dit beaucoup de choses qui témoignent d'une âme quand même très noire. Oui. À la fois vide et noire. Mais il y en a un autre qui va se faire lâcher aussi. Pour parler de votre côté de vin, effectivement, à travers vos chroniques, vous avez fait la prospective, on va dire, où vous avez eu raison. Le vrai devin, c'est Léon. Hein, voilà, à travers Léon, notamment sur Musk. Léon, qui est un personnage de campagne. Sur Musk, notamment. Sur Musk, oui. Ça alors fait là, très longtemps. Léon dit que Musk est appelé à peser énormément sur le destin du monde, et il le dit depuis le début où on ne savait pas qui c'était, on savait qu'il faisait des voitures, c'est tout. C'est vrai, oui. Et c'est vraiment, il y a 4-5 ans, d'ailleurs c'est facile à vérifier, ce qui est assez amusant avec Internet, c'est qu'il y a des archives. Hein. Oui, c'est vrai. Elles sont datées. Bon. Et donc, effectivement, mon Léon, mon devin, a dit de Musk, méfiez-vous de ce type. Évidemment, il a eu une intention très précise. Et alors, quand il a acheté Twitter, là, il est devenu formel. Il a dit, écoutez, il achète Twitter 44 milliards alors que ça vaut même pas 10. Alors en plus, mon personnage de devin est un peu financier sur les bords, donc il connaît le prix des choses. Il dit, quand on dépense 44 milliards au lieu de 10, c'est qu'on a une intention incroyable, monstrueuse sur l'opinion mondiale. Oui. Et ça se vérifie. Et d'ailleurs, Musk lui-même, ça a été un peu écarté, mais il a dit plusieurs fois que ça deviendrait l'instrument X d'une démocratie future. Il dit, on va faire des votes non falsifiables, en direct, par nation et par sujet. Mais, et si c'est vrai? Ben oui, mais il a une intention très précise. Oui. Il veut donc contrecarrer le pouvoir des États en disant non, les gens ne pensent pas ce que vous dites à 60% ou à 70%. Donc c'est un RIC, un référendum. C'est un genre de RIC permanent. Après, vous êtes quand même prudent en disant que c'est la tête de l'antéchrist, quoi. Alors, je dis qu'il va atteindre un tel degré de faveur, de notoriété, il l'a déjà, mais de faveur. Et ça, je pense que ça va venir pour deux choses. Neuralink, tout le monde dit, ouais, c'est dégueulasse, il prend le contrôle du cerveau. Non, désolé. Non. Il va d'abord rendre l'influx nerveux aux paralytiques. Oui. C'est la première chose qu'il va faire. Donc, toute chose à son opposé. Voilà, donc si jamais il fait marcher les paralytiques comme dans l'Évangile, je ne vous raconte pas la popularité. Hein. Pareil pour le nerf optique. Bon, alors je pense que ça va être une première étape. La deuxième étape, c'est l'évident soulagement, puisqu'il va être, à mon avis, un artisan de la paix, parce qu'il a besoin de la paix pour sa prospérité. Développer ça. Pour faire des affaires, oui. Voilà, absolument. Et donc, il va soulager les gens. Il va dire, voilà, on est passé au bord de la catastrophe, mais vous avez été assez malin pour écouter mon message. Et donc, les gens vont... Alors, en plus, il va donc faire des quasi-miracles avec ces histoires la robotique, tout ça. Enfin, tout ça n'est pas encore... Alors, mais, donc, dans l'Antéchrist, que disent les textes? Les textes disent que la foule l'aime. Et qu'elle va être déçue parce qu'elle l'aime, mais parce que ses intentions ne sont pas pures, mais qu'il va séduire tout le monde. Or, il est visiblement dans une démarche de séduction. On voit bien. Oui, et l'Antéchrist a quelques années de prospérité avant que ça chute. Oui, je pense. Il a encore un peu de marge. Mais y a-t-il un seul antéchrist? Par définition, oui, hein, dans les textes. Oui, mais enfin, ça peut être allégorique aussi. Oui, mais je pense que on n'est pas loin de ça. Je pense que vraiment. Parce que Macron a été aimé, adulé, etc. Non, ça jamais. Non, Ça jamais. Vraiment, Non, pas ça- vraiment, moi, à part par les femmes de 58 ans. Mais... c'est tout. En tout cas, pas moi. Par contre, il y a une autre prédiction du Léon. Les femmes de 58. Oui, j'en ai entendu. Oh, il est beau. Il y a par contre une autre prédiction, on va dire, c'est sur De Villiers. Alors là, j'ai vraiment du mal à y croire. Mais non, c'est une prédiction que je rapporte malgré moi. Parce que... Pourquoi Oui, De Villiers? Parce que moi, juste une chose avant ça. Ce fameux, parce que ça c'est le secret du romancier, donc on va pas aller là-dedans.
on va pas se demander les personnages, est-ce qu'ils existent réellement, quel pourcentage de fiction, de réalité. Mais ce Léon, il a une existence propre quelque part, il est complémentaire à vos idées, ou bien vous lui avez prêté toutes vos idées? Alors, j'ai prêté des choses, j'ai emprunté des choses. J'ai passé 3 ans en Italie où j'ai fréquenté un vieux prêtre qui est mort depuis et c'est lui, il voyait Dieu pratiquement. Mais c'était très amusant. Il avait toujours vu les morts dans son enfance. Sa mère lui disait arrête de me parler de ces gens. Donc en fait, c'est une sorte de médium instinctif. Il avait connu le Padre Pio en plus. Et donc le type en question m'a toujours fasciné. J'ai appris le peu d'italien que je connais grâce à lui. Et j'étais directeur du Centre culturel français de Milan, donc c'était quand même un poste assez enviable pour. Et donc je me suis fié à ce modèle pour la partie devineressa. La partie mathématicienne, j'ai connu quelqu'un qui calculait de manière éblouissante comme ça, et donc j'ai trouvé amusant de mélanger les deux. Et j'en ai fait un financier parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour être un génie en calcul mental que la finance, évidemment, surtout la finance d'aujourd'hui avec le multitrading. Là, en ce moment, parce que je connais des gens qui le font, ils programment du multitrading avec Grok. Vous voyez, donc je suis toujours un pied quand même dans une certaine modernité, une certaine actualité pour montrer que je ne suis pas un vieux ronchon. Ouais, c'est pas la ringardise. Ouais. Voilà, et c'est important parce que c'est pour ça que je me montre en train de faire le con avec ma moto ou en parapente sur Twitter. J'ai nettement pas plus l'âge de faire du parapente, mais comme j'en fais depuis 30 ans, évidemment, je suis pas trop mauvais. Et évidemment, quand je fais ça en selfie à 2500 mètres, ça impressionne un peu. Ils se disent, quand même, le type, c'est pas un intellectuel en chambre, quoi. Donc, c'est important de faire ce genre de débordement. Les gens m'écoutent davantage, quoi. Donc, alors, revenons à Philippe de Villiers et les prédictions. Oui. Alors, Pourquoi de Villiers? Je réponds à votre question rapidement. J'attribue à Léon une prophétie sur Philippe de Villiers. Il dit carrément, ce sera l'un des prochains présidents de la République. Il le répète à un moment où c'était absolument pas imaginable. C'est devenu imaginable quand il a filé le train de... Mais il vient de l'annoncer, Non, pour l'instant, non. Philippe de Villiers? Non, pas pour l'instant. Moi, j'ai entendu dire qu'il se présentait. On n'est pas loin. Non. Pas encore. Alors, il a filé le train... À l'heure où nous enregistrons, il s'est encore pas annoncé. Il a filé le train de Zemmour, déjà, ce qui est quand même assez clair. Il a fait un voyage officiel avec Zemmour en Palestine, je sais pas quoi. Déjà, ça montrait qu'il voulait retrouver une sorte d'officialité. Et puis, Zemmour n'a pas tenu toutes ses promesses, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, Villiers n'a pas été très rusé, habile dans son diagnostic, mais il ne s'est pas non plus écarté ni de la chose, ni du personnage, ni des thèmes. Alors on dit oui, mais là il est foutu parce qu'il vient de chanter les louanges d'Israël en plein massacre de Gaza. C'est justement parce qu'il ne se sent pas libre de dire ce qu'il voudrait qu'il dit oui, il faut quand même ménager Israël. Oui, mais alors qu'il se taise. Oui, Ouais, c'est vrai, ça c'est. Ouais. à mon avis, il ménage l'avenir parce qu'il sait très bien qu'on ne peut pas mordre sur l'opinion sans. C'est mal parti. De toute façon, moi je pense qu'à l'âge qu'il a, il ne C'est peut mal être parti. qu'un intermédiaire. Il a 76 ans. J'ai dit plusieurs fois qu'il est une sorte de régent futur. Il va dire, écoutez, je veux bien faire le job pendant 1 an ou 2, le temps de trouver quelqu'un qui soit jeune, hyper énergique. Et ça va dans toutes les prophéties. Alors là, ça m'amuse parce que c'est un peu de la conjecture léonesque de ma chronique. Nous sommes quand même dans un monde un peu romanesque aussi. Il serait donc le régent d'un roi, en tout cas d'un dirigeant futur de la France qui correspond aux Écritures. Parce qu'on a eu beaucoup de... Le fameux grand monarque. Absolument, on a eu beaucoup de prophéties, de religieux, etc., qui disent que va surgir du fond de l'histoire, probablement des Mérovingiens, un futur roi, un futur candidat roi de France. Alors on va me dire, oui, mais n'importe qui, il peut se dire... Exactement. Avec autant de l'ADN, non. Les tombeaux mérovingiens, il y en a pas mal. Oui, on peut ok. vérifier. Oui. Donc ça devient amusant quand même. Oui. On a une identité de ce monarque. Non, Il y en a un qui s'est déclaré. Il y en a un qui s'est déclaré. Alors, vous oui, le savez. il est connu. André de Biaz. Oui, il est connu parce qu'il aurait eu une vision. Il aurait été adoubé Oui. par le pape Jean-Paul II. Moi, j'aime bien cette histoire. Est amusante, mais Non. Elle a un côté un peu Alphonse Daudet. Non, parce que tous ses témoins sont tous morts. Oui. Il a parlé, je suis le fils naturel d'un tel, C'est vrai, il est mort. C'est vrai. Donc Oui. non.
Cela dit, avant d'oublier cette idée que j'ai eue à l'instant, j'en renvoie les gens vers cette extraordinaire série de télévision qui s'appelait The Young Pope. Vous l'avez vu? Avec Jude oui, Law. Avec Jude Law, hein. oui, très Parce bonne. que c'est Ouais. exactement ce qui nous guette. C'est-à-dire, ce qui nous guette là pour le dernier pape, parce que je pense que ce sera le dernier, mais c'est ce que je fais dire à Léon dans ma chronique de lundi. Dire c'est le dernier pas, ça ne veut pas forcément dire que c'est la catastrophe après. Ça veut dire Non. que tout simplement, on change de paradigme complètement. J'espère. Et donc, l'idée, c'est qu'on va vers une fable du même genre. C'est pour ça qu'il faut revoir ce film The Young Pope, parce que ça montre un pape, au fond, assez réactionnaire, assez extraordinairement moderne, qui fume des Marlboro et qui fait des pompes le matin, enfin bon, et qui est en même temps incroyablement spiritualiste, qui fait des miracles. Et on est au bord de ça. C'est-à-dire que le prochain pape, forcément, ne sera pas quelqu'un Mais d'ordinaire. alors, j'ai envie de revenir sur cette histoire de Christ et d'Antéchrist. Ouais. Si on limite au texte, au mot à mot, Adam et Ève sont les tout premiers êtres humains créés par Dieu. Non, mais on n'est pas dans le mot à mot à ce point-là. Quand même. Ah ben voilà, c'est ce que je voulais savoir. Mais Non, néanmoins, je ne suis pas créationniste, mais Non. par exemple, j'en ai connu un qui était directeur du Figaro. mais le Christ, on dit souvent que le Christ c'est un état, c'est pas une personne. Que Oui, voilà. alors, d'abord, Donc l'antéchrist c'est un état et pas Alors, une personne. Alors, Ouais, mais vous avez raison, ça peut très bien être un archétype, Oui. mais les archétypes sont faits pour être incarnés. Oui, tout à fait. Mais ça peut être incarné par plusieurs Je vous personnes. signale que chez Voilà. les Sumériens et partout, l'Immaculée Et- Conception, il y a au moins 12 cas. Oui, Oui, bien c'est sûr. vrai. Ouais, ouais. Et C'est donc, vrai. Donc, les archétypes étant faits pour être incarnés, pourquoi pas celui-là et pourquoi pas Oui. à cette occasion. Ok. Donc, effectivement, bon, il faut jouer avec ça. Moi, je suis le contraire d'un érudit qui regarde les vieux. Ah mais j'aime bien le manuscrits. mot jouer. Voilà, il faut jouer avec effectivement cette part de rêve. Mais attention, quand je dis rêve, je crois beaucoup, par exemple, à l'existence des médiums. Oui. Je crois beaucoup à l'affleurement de l'au-delà. Je crois beaucoup au fait que des parents... On ne peut pas nier tout voilà, ça. des parents C'est pas décédés possible. s'asseyent au pied du lit d'un type qui va mourir dans la nuit. Ça, je le crois beaucoup. Et les infirmières en témoignent. Beaucoup d'infirmières en Et témoignent. vous avez des expériences vous-même là-dessus? Moi non, mais j'ai des infirmières qui ont témoigné. Je connais beaucoup de personnels soignants qui sont très, très troublés parce que... Et ici, j'ai quand même eu des cas de gens que j'ai accompagnés jusqu'au bout et qui tendaient la main en disant « Mais venez, venez Oui. Venez à Oui. qui Ma grand-mère a fait ça. Derrière mon dos, quoi. Ouais. Donc, je suis très, très sensible à ces thèmes-là, mais en même temps, je ne suis pas dans le merveilleux idiot. Par exemple, Rennes-le-Château, je pense qu'il y a 30% de vrai. Tout le reste, c'est une... Oui, d'ailleurs, dans Rebarbe à Campagnol, Oui. justement, il y a un peu un scénario, on sort un peu de tout Oui, ça, et l'équipe part à Rennes-le-Château, Oui. et ils vont aussi à Lourdes, d'ailleurs. Et Ils c'était- vont à Lourdes, mais parce que c'est toutes mes préoccupations. Je voulais dire, c'est une manière d'amener quand même de la spiritualité, de l'ésotérisme dans tout ça. hein. Absolument. Je pense que d'abord, on va Parce pas... qu'on rappelle un peu l'histoire de Rennes-le-Château, tout le monde ne connaît Oui, pas. alors, Rennes-le-Château, un curé de la fin du 19e siècle fait une fortune considérable. On ne sait Ah comment. oui, On ne je sait me comment. souviens. En découvrant probablement quelque chose dans la crypte de son église. En tout cas, il fait construire beaucoup une villa, etc. Et puis il mène grand train pendant très longtemps. Et tout le monde pense qu'il a trouvé le trésor des Templiers. Et alors là, il y a tout un corpus de constructions grotesques qui s'est bâti. Le Da Vinci Code en fait mention. Tout ça, ça provient de l'invention d'un journaliste suisse qui s'appelait Plancard et qui a créé une association qui s'appelle le Prieuré de Sion, qui n'a jamais existé. Sion, c'était le nom de sa copropriété à Thonon-les-Bains. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est vraiment dans la... Oui. Sauf que le type a eu l'intelligence d'aller déposer à la Bibliothèque nationale des faux manuscrits ésotériques sur la période du XVe Ça, c'est siècle, extraordinaire. mettons. Et 20 ans après, dans un livre sur Rennes-le-Château, il exhume les propres faux manuscrits Oui. de l'ABN en disant comme Oui. l'indique tel manuscrit trouvé à l'ABN. Alors évidemment, ça c'est... Oui. Bon, bref, Enfin, si vous ne connaissez pas la C'est un région, chef-d'œuvre. c'est très joli, la région de Rennes-le-Château. Oui. Et puis, si vous allez à Rennes-le-Château, vous voyez que c'est assez marrant quand même, toute cette histoire. Et pour les touristes, c'est Ah drôle. ouais, ils ont C'est un drôle. succès fou. Ah oui, oui, non, il faut y aller une fois dans sa vie. Alors il y a tout de même un mystère qui est Oui. réel, celui-là, c'est qu'à la fin de sa vie, l'abbé Saunière s'est confessé, et le confesseur n'a pas voulu lui donner l'absolution. C'est quand même Oh. extraordinaire. Oui. Donc on ne sait pas pourquoi. Et l'abbé Saunière, dans la dernière année de sa vie, a fait faire une maquette très complète d'un lieu qui se trouve à 30 bornes de Rennes-le-Château, qui est une espèce de cuvette un peu désolée, en disant que c'était la maquette des lieux du tombeau du Christ. Donc en gros, il établissait une parenté topographique parfaite entre un certain lieu situé au nord de Perpignan et
le lieu où se situait le tombeau du Christ quand Marie-Madeleine l'a trouvé, etc., dont on connaît à peu près les lieux. Le tombeau n'existe pas, puisque le tombeau du Christ, par définition, était vide très rapidement. Mais en tout cas, les lieux, on les connaît. Et donc, apparemment, il y avait une coïncidence topographique telle que Saunière, avant de mourir, a fait faire une maquette chez un modéliste en bronze, maquette qui a été retrouvée par un monsieur dans les années 60. Incroyable. Et donc, cette histoire, il y a un mystère de plus. Donc, C'est très amusant, les mystères. Ah, mais le château, c'est génial. Ils ont fait un business avec ça. C'est incroyable. Oui, mais néanmoins, d'où vient sa fortune, on ne le sait toujours pas. Non, en plus, il y a c'est la dame qui a hérité, qui a suivi son héritage, son histoire et tout, qui au moment, il y a la grande légende qui au moment de mourir, parce qu'elle avait le secret absolument, elle a dit, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont sur le trésor. Oui, et c'est devenu, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'ils ont commencé à faire des fouilles partout, et que maintenant, c'est interdit de faire des fouilles, la région est protégée, je vais vous donner etc. une clé éventuelle, la clé éventuelle qui est dans le livre Rhubarbe à Campagnol, puisque l'un de mes personnages fait des conjectures là-dessus. La clé éventuelle, c'est qu'on connaît l'histoire du trésor de Jérusalem. Vous savez qu'il a été volé par l'empereur Titus, il a été emmené à Rome. On a les témoignages sculptés du triomphe à Rome, où on montre les objets dérobés à Jérusalem. Ensuite, évidemment, dans la Rome tardive, au IIIe siècle, les invasions des Gaules et Visigoths écrasent Rome. Le trésor est volé par les Visigoths. Il est volé, on sait ce qu'ont fait les Visigoths après avoir fait le sac de Rome. Ils sont partis où? À Carcassonne. Oui. Donc dans la région. Oui. Donc ce trésor dont nous connaissons l'existence, dont nous connaissons la provenance, dont nous savons qu'il a fait étape à Rome, on sait qu'il est parti vers le sud de la France. Pourquoi ne pas faire un pas de plus en disant qu'en effet, il y aurait le trésor du temple de Jérusalem dans les grottes entre Rennes-le-Château et Carcassonne, qui sont très nombreuses. Et il n'aurait pas tout dépensé, quoi. Le truc, c'est que pour monnayer des chandeliers qui font 14 kilos en or, probablement si. Oui. Mais il paraît qu'il y avait un truc considérable, il y avait un volume considérable. Et puis en plus, tout n'a pas été retrouvé. Non, voilà. Mais c'est quand même les Visigoths. On retrouve ça chez des antiquaires éventuellement ou pas? Non, ça paraît difficile. Les Visigoths. La brocante au Marolles. Mais oui. Ça a disparu en Espagne. Et les Visigoths à l'époque avaient un pied en Espagne et un pied à Carcassonne. Et donc, il est probable que le truc a été dispersé en grande partie. Et probablement fondu oui. Ouais, voilà. Pour les pierres précieuses, non. Mais l'or. C'est vrai qu'à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup le souci de l'Antiquité. Non, c'est ça. J'imagine un antiquaire. C'est aussi un autre roman qui pourrait être fait. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup amusé Et je voudrais quand même insister sur une chose, c'est que c'est légitime de parler de religion sur ce ton-là, parce que quoi qu'on dise, il y a dans leur religion beaucoup de merveilleux. Oui. Les miracles de l'Évangile, etc. Oui. Moi, ça me déplaît de voir des vieux prêtres un peu socialisants qui disent « Ah là, c'est des fables, tout ça ». Non, que ce soit juste allégorique. Non. Moi, je pense qu'il y a du concret. Allégorique. Il y a effectivement une espèce de jeu avec le réel. Le réel n'est pas ce que l'on croit. Le réel a un double fond. Tout le monde l'a pressenti une fois ou deux dans sa vie en faisant des rêves très bizarres. Il y a des coïncidences qui sont absolument étonnantes. Moi, je serais un catholique jungien, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. C'est une bonne définition, ça. Un catholique jungien. Mais Jung n'était pas très loin de tout ça, de toute façon. Juste une précision sur Philippe de Villiers, quand vous parliez du rôle qu'il pourrait jouer. Il y a une chose qu'il faut regarder, c'est que Philippe de Villiers était reçu par Vladimir Poutine. Oui, absolument. Concernant un parc d'attractions, le Puy du Fou, en Russie. Oui. Et il faut regarder la rencontre entre les deux. Oui. Parce que certains diront qu'il fait du faillotage, pour être poli. Mais en fait, là, on a un vrai diplomate. Oui. Et un vrai négociateur, et quelqu'un qui sait parler en chef d'État, et qui fait attention, et qui ramène vraiment la chose, ce que ne font pas du tout les pays européens face à Vladimir Poutine. Et là, la rencontre est très agréable, et très intéressante, la façon dont il a procédé de Villiers. Là, ça voit l'homme d'État, la réussite. Poutine a reconnu en lui, parce que Poutine s'y connaît en France, en vieille France, en vieux français. Il sait qui nous sommes, il sait qui sont les gens chics chez nous. Il a très bien reconnu en Villiers quelqu'un de chic, pas au sens aristocrate prout, mais au sens personnage digne qui connaît son histoire, etc. Oui. Il faut voir un truc, c'est que Poutine a été élevé dans ce
l'équivalent des écoles chrétiennes du communisme. C'est-à-dire que quand il a étudié à Pétersbourg, quand il avait 14 ans, le mec, il était élevé dans le culte de la France du temps de la Grande Catherine, du temps des ballets russes. C'est vrai. Donc ce type-là sait très bien que la France fait partie de l'histoire russe et a un grand respect pour nous parce que c'est ça. Voilà. Il y a, je rappelle quand même que beaucoup de Russes sont venus s'installer à Paris, Turgenev, etc., puis que beaucoup de Français sont allés s'installer en Russie, que quand Dumas a fait son tour en Russie, il était reçu partout comme Paul McCartney. Mais oui, Dumas en Russie, c'était Paul McCartney. D'ailleurs, il a écrit 2 tomes extraordinaires. Mais c'est désespérant, cette ignorance de tout ça, oui, je trouve, parce que il y a un nouveau narratif qui se construit en France, anti-russe, je ne veux pas dire anti-Poutine, anti-russe, anti-Russie, comme si elle avait toujours été, nous détestait, était un ennemi. Ce qui se passe. En fait, toute l'immigration, par exemple, a été orientée immédiatement vers Walibi et le parc Astérix, et encore, le parc Astérix, c'est carrément réactionnaire. Non, vers Walt Disney. Oui. Que font les jeunes fils de beurre bien intégrés chez nous? Donc le type a un bon métier dans l'informatique et la fille est pas voilée et elle a des enfants. Bon, eh bien, ils vont à Disneyland. Ils vont pas au Puy du Fou. Ils vont pas non plus voir les châteaux en Anjou. Ah, c'est vrai. Et donc moi j'y vais. L'Amérique a réussi à voler l'imaginaire des nouveaux immigrés, parce que quand je parle des jeunes beurs, c'est par facilité, mais il y a aussi des Indiens. Mais l'Amérique a réussi à voler ces gens-là. Et aux États-Unis, c'est pareil. Il les emmène tous vers Orlando. Et voilà, c'est terrible. C'est vrai que votre critique du suivisme américain ne date pas de Campagnol. Non, ça fait longtemps que vous êtes... C'est même mon sujet ce soir. J'imagine qu'on va être en différé, mais je vais en parler dans une librairie ce soir. Je me suis aperçu en fait que j'étais un agent américain sans le savoir, comme beaucoup de gens, pendant longtemps. Je m'en suis aperçu au moment de la chute du mur. Parce que quand j'ai commencé à dire à mes amis hongrois notamment, attention, vous n'achetez pas l'Amérique sans réfléchir, parce que moi je vais vous dire ce qu'elle vaut. Et le livre a été incroyablement saqué. Il a fait l'objet d'une double page dans la vie européenne en anglais à Londres, où on accablait ma thèse. Donc, et le journal était possédé par qui? Robert Maxwell, le père de Guylaine. Oui. Mais qui sont ces gens? Et pour en revenir aux hommes d'État, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez d'un De Villepin, d'un Dominique de Villepin. Alors, je le connais un peu d'abord par ouï-dire, ensuite parce que j'ai travaillé avec un type qui a été son chef de cabinet et qui était mon conseiller culturel à Madrid quand j'étais en poste à Madrid. Et le type qui était son chef de cabinet s'est rendu célèbre parce qu'il a écrit 2 albums de bande dessinée qui s'appellent Quai d'Orsay, où il écrit Villepin. Ils ont adapté au cinéma. Je dis plus rien. Il a vécu avec lui. On voit Villepin marcher à grandes enjambées dans les couloirs du ministère. Ça a été adapté au cinéma avec Thierry Lhermitte dans le rôle de Villepin. Enfin, bon, Villepin est quand même un personnage complètement starbé, quoi. Bon, mais ils le sont pas un peu tous, c'est ça, dans ces milieux-là. Non, mais alors, moi, je veux pas faire le portrait du personnage parce que je le connais pas suffisamment. Et en plus, il n'est pas flatteur, d'après ce que j'ai entendu dire. Mais il a un peu raté ses enfants, quand même. Donc ça, c'est pas un bon signe. Oui. Mais il n'en est pas de même pour De Villiers. Il n'y a pas eu des... Oui et non. Je pense que c'est plus profond et peut-être plus grave, on ne sait pas. Mais en tout cas, d'abord, à mon avis, ça a été monté en épingle de manière absolument exagérée parce que la façon dont on s'est plaint de loin, sans essayer la façon dont ils ont tout étouffé, on leur a dit probablement qu'il valait mieux tout étouffer. Il y aurait eu affaire d'inceste au sein de la famille de Villiers. Mais alors, est-ce que c'est aller plus loin que le touche-pipi, qui existe dans toutes les familles entre frères et sœurs? C'est quand même assez fréquent. Mais ça, je sais pas, moi je suis fils unique. Ça dépasse. Non, on l'a dit, ça s'est pas passé. Non, mais ça dépasse rarement le niveau du maillot de bain à la plage. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, apparemment, c'est allé un tout petit peu plus loin. Est-ce que c'est un tout petit peu ou beaucoup plus? Ça, on ne le sait pas. Mais de toute façon, je trouve très injuste d'infliger la responsabilité d'une chose pareille au père, qui par définition est celui qui, s'il avait su, aurait sévi de manière effrayante. Alors la chose, évidemment, c'est qu'après, il n'a pas porté ça en place publique, mais qui peut l'emblâmer? On n'est pas obligé de porter tout en place publique aussi, surtout des affaires comme ça où on n'a pas envie d'humilier l'enfant. Ça me donne une faille chez ce monsieur en tant que père, justement. Ah oui, il en a plus d'une. Attendez, moi j'ai lu un article de Paris. Il était au courant? Ah, attendez, pendant cette histoire, j'ai lu un article de Paris Match, double page, où il disait qu'il était sous tous les soirs au pastis. Hein.
Ah oui, Donc ça l'a beaucoup affecté. oui. Et il a passé une année à boire du pastis pour oublier. Il le dit, dans Paris Oui. Match. Donc il n'était pas au courant. Donc, je pense qu'il était extrêmement malheureux de la chose. Oui. Il s'en est jamais expliqué, sauf dans Paris Match, où apparemment il a dit « Oui, ça m'a beaucoup affecté, mais j'ai pas à vous le dire davantage que ça. » Là, sa vraie faute, c'est d'avoir passé les soirées au pastis. Quel manque de goût. Oui, c'est vrai. En même temps, je peux vous dire, par expérience, c'est très efficace. Oui, oui. Non, mais c'est peut-être, oui. Au niveau des élites, j'ai l'impression que on manque d'élites dignes de ce nom, en fait. Non, oui et non. Je veux pas. Croyez-moi, ceux qui m'écoutent, je ne me mets pas dans le rang. Mais quand je regarde les intervenants sur Internet, sur l'Internet alternatif, il y a quand même des gens d'une excellente qualité mentale. Oui, bien sûr. Iris Aberkan, Rougeron, des gens incroyables. oui. Rougeron, c'est un puits de science. Rougeron, il lit un livre toutes les 4 heures. Enfin, c'est effrayant. Il a aussi des particularités de caractère. Bon, c'est évident. Oui, bien sûr. Oui, ça- Mais attendez, c'est quand même des gens qui imaginaient un plateau à Bercal, Rougeron, je ne sais qui là, Oui, d'accord. à la place de Pascal Pro sur C8. Après, j'ai vu Rougeron face à un Bégodeau et j'ai pas trouvé que ça volait très haut, quoi. Ah bon. Ah Oui, ouais. mais alors le problème de Rougeron, c'est que il a le côté Otis Asperger. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il est en prise avec le savoir, puis il ne sait pas trop ce qu'il faut dire quand on est dans la vraie vie, quoi. Il aura plutôt tendance à raconter ce que disait Tocqueville au comptoir que de savoir se comporter lui-même au comptoir. Et vous-même, Oui. la politique, non. Non, pas du tout, parce que je suis un artiste, mais vraiment, honnêtement, je suis un artiste. C'est-à-dire qu'un artiste ne peut pas être un intellectuel. Vous voyez bien que je suis un intuitif complet. Oui, ça, je voulais vous demander alors, en quoi, enfin, qu'est-ce qu'un artiste? Alors, en quoi vous définissez comme tel? Déjà, je dessine comme père et mère, je fais de la musique, j'adore le piano, je fais du jazz. Ah, mais ça, on ne le sait pas, ça. Mais c'est naturel, j'adore ça. Vraiment, je passe 2 heures au piano tous les jours. Ah oui. Mais vous êtes un intellectuel aussi. Non, on peut être un artiste et on peut être un intellectuel. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, Regardez BHL. moi, je vois tout. Oui, je vois ce que vous Je voulez vois dire. tout par le prisme de l'imagination. Ou de l'intuition. De l'intuition, de l'imagination. Par exemple, j'aime beaucoup, on est entouré ici de portraits, c'est tout à fait mon monde. J'ai fait ça beaucoup, puis à un moment j'ai arrêté, parce que le problème c'est que je suis quand même très touche à tout. J'ai un côté un peu Francis Picabia, vous voyez. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle graphique me ravit en ce moment. Oui. Je fais des faux Picasso sans arrêt, attention, je les fais d'après mes propres dessins. L'intelligence artificielle en ce moment est tellement rusée que je fais sur une tablette une ébauche assez chiadée quand même, assez crayonnée. Bon. Après, je donne à l'intelligence artificielle en disant maintenant, tu me fais ça entre Cocteau et Picasso, je donne la période. Et je dis avec une dominance de rose, de vert tendre, incroyable le résultat, et il en fait 50. Donc, vous voyez des bienfaits à l'intelligence artificielle. Évidemment, puisque en gros, ça vous donne des ailes quand vous êtes avec les ailes d'un Oui, ça moineau, allonge. Oui. ça vous transforme en aigle. Mais ça vous paraît pas paradoxal, le fait que vous êtes intuitif, créatif, artiste, et qu'en même temps vous appuyez là-dessus, sur quelque chose de... Parce que je suis convaincu, alors là, ceux qui nous écoutent sont ou non au courant de tout ça, mais je pense qu'il y a un côté acte créatif presque mythique, mystique. Avec l'intelligence artificielle. Pourtant, Oui, pourtant en fait, c'est jamais en qu'un gros- algorithme. Non, justement. Non, mais je suis La très plupart des- intéressée en tant qu'artiste de vous écouter aussi. La plupart Oui. des gens qui nous écoutent pensent que quand on fait un magnifique visage de jeune fille, c'est parce qu'il y a des bouts d'oreilles de jeune fille qui traînent dans la mémoire de l'ordinateur. Pas du tout. Non. C'est au niveau du pixel, c'est-à-dire pratiquement de l'atome. Oui. Chaque pixel se souvient d'avoir été en présence de jeune fille par un coucher de soleil, etc. Donc chaque pixel a la mémoire de ceux où il a traîné, comme les grains de sable. Donc là, on est dans le Et domaine vous- du quantique. On est dans le domaine du quantique parce que vous, en tant qu'opérateur, vous dites je voudrais que cette jeune fille soit ceci et cela, dans une dominante de verre, et tous les souvenirs de chaque grain de sable se rassemblent pour fabriquer ce que vous dites, mais qui n'a pas d'existence objective. Et ça pose d'ailleurs d'autres problèmes moraux bien plus graves. Pour les histoires de pédophilie, en tout cas de fantasmes sexuels cruels ou interdits. Interdit. Je veux dire, si ça reste dans l'orbite privée, si vous ne le diffusez pas, est-ce qu'on peut faire débarquer les gendarmes chez vous pour venir vous prendre au collet pour avoir demandé à l'intelligence artificielle de montrer une scène interdite? Non.
en vertu de ce que je vous dis, puisque c'est issu de grains de Ça sable. reste dans la zone privée. Chaque grain de sable est issu d'on ne sait quoi, mais certainement pas de la scène d'un enfant maltraité, Exactement. qui est inidentifiable, car c'est un grain de sable, c'est un grain de peau. Donc, on voit, et là, le problème moral, c'est est-ce qu'on a le droit de débarquer dans la pensée des gens ? Alors, on peut très bien dire, vous n'avez pas le droit de mettre sur Internet des kilomètres d'images faites comme ça, parce que ça donne aux imaginations du grain à moudre. Mais c'est exactement la question. C'est l'imagination doit rester totalement intime et personnelle. Alors, Or, il y a une espèce de bien-pensante qui interdit de penser des choses. C'est ça qui est terrible, c'est inception, c'est-à-dire c'est l'intention du crime qui devient criminel. Oui. Attention, non, là On accuse des romanciers, on pourrait impossible. accuser des romanciers d'être criminels parce qu'ils écrivent Alors, des livres où il y a des crimes. Alors ça, c'est ce qu'on faisait un peu, on a fait un petit peu, mais pas tellement, on n'a pas tellement fait, mais ça peut venir, puisque le degré de réalisme est tel que, évidemment, si vous proposez ces images dégueulasses à autrui, vous incitez quasiment Oui, mais c'est vrai. autrui au fantasme. C'est Mais vrai. attention, si ça reste dans l'orbite absolument privée, on n'a donc pas le droit de débarquer dans votre disque dur Non. qui n'a pas connu de témoins pour vous dire vous pensez mal. Et c'est là que, en tout cas, les juristes ont intérêt à se pencher dessus. Mais en tout dès cas, ça maintenant. rejoint une pensée que moi j'ai, c'est que l'interdit crée le crime. Par exemple, on y a Pas beaucoup tout à de fait dans le cas du sang, quand même, il y a la beaucoup. cruauté. Oui, mais il y a beaucoup de pédophiles parmi les gens qui font vœu de chasteté. Oui. Ça démontre que quelque part. Il n'y en a pas tant que ça. Oh. Parce que, honnêtement, moi j'ai fait les écoles chrétiennes, j'ai été caressé par des prêtres, et nous on était suffisamment intelligents comme gosses des jésuites à Paris dans les années 60 pour dire mais monsieur l'abbé, vous y pensez pas, et on leur tapait sur la main. Oui. Ou par Vous laissiez exemple, pas ils faire. secouaient la porte des vestiaires et le gamin de derrière disait au viol, et le vieux, le prêtre disait il faut pas exagérer quand même. Donc en fait, il y avait une espèce de marchandage entre nous. On en faisait de l'humour. Il y avait des interdits. Les prêtres n'allaient jamais plus loin, jamais plus loin. Même ceux qui avaient des tendances. Quand je dis jamais, évidemment, il y avait un cas pour 1000. Mais chez nous, on avait quand même, il n'y avait pas de numéro vert et les enfants n'étaient pas naïfs. Aujourd'hui, ils sont très très naïfs et le jour où il leur arrive C'est un peut-être pépin, ça. ils se ruent sur le numéro vert. Enfin bon, ça c'est pas une théorie que je formule, c'est une expérience personnelle. Je pense qu'il y a il y a désormais paradoxalement beaucoup de naïveté chez les enfants d'aujourd'hui par rapport à ce que nous étions, alors que maintenant ils sont habillés en petits adultes dès l'âge de 6 ans et demi, ils ont des petits blousons. En fait, c'est des vrais bébés. Alors que nous étions habillés en culotte courte avec des petites cravates et on ressemblait vraiment à des enfants. Et en fait, moi, je me souviens, à 12 ans, j'étais un adulte dans ma tête. Je savais la mort, tout ça, la sexualité, je savais ce que c'était. Enfin, je savais que c'était vilain, disons. Mais Exactement, qu'il fallait s'en écarter. On peut pas nier quand même que interdire des choses crée le crime. C'est-à-dire que interdire de penser, par exemple. Parce que c'est ça dans l'histoire des Alors, tu peux pas des interdire moines. de tuer Non, mais les moines, ceux qui font vœu de chasteté, même en pensée, il leur est interdit de penser ça. C'est vrai qu'à une époque, nous, dans les écoles chrétiennes, c'est ça qui crée on parlait des mauvaises pensées. Oui. Mais c'est un peu ridicule parce que les mauvaises pensées, on voit bien que c'est souvent un exutoire et que c'est comme ça que voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, moi j'ai des théories. D'ailleurs, j'ai un livre qui est en route, mais qui est en panne plutôt, que je voulais faire, qui était Code de la sexualité sociale. Oui. C'était par allitération avec la sécurité sociale. Je pense que en gros, beaucoup de nos rapports, même dans l'entreprise, même avec des gens avec qui on ne songerait pas à coucher le moins du monde, un vieux monsieur de 70 ans, qui est votre supérieur, eh ben, il y a des gens qui vous plaisent physiquement parce qu'ils ont une nature de peau, ils ont un comportement qui vous attire, même s'il n'y a pas de sexualité réelle derrière, cette attirance est de nature animale, disons. Elle est naturelle. Eh bien, c'est ça qu'on veut nier. Oui. Et en fait, dans notre société, les préférences sont très souvent de nature animale. Mais il faut le nier, on n'a pas le droit de le dire, parce que quand vous entendez le discours woke, c'est tout le monde décide de ce qu'il veut, décide de ses préférences. On décide par exemple d'être un garçon ou une fille, on décide d'être homosexuel. Moi j'ai toujours milité, d'ailleurs j'ai écrit un livre en collaboration avec un Belge célèbre qui s'appelle le professeur Balthazar, ancien doyen à Liège,
sur le caractère inné ou non de l'homosexualité. Lui a écrit des pavés là-dessus, et moi j'ai visité la littérature pour montrer que dans la littérature, on voit bien à quel point personne ne choisit jamais. Frédéric II de Prusse n'a pas choisi, il était comme ça à 8 ans et demi. Il a attendu la mort de son père pour flamber dans ce domaine. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et donc, le professeur Balthazar, que je salue s'il nous entend, et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, le livre, malheureusement, n'a pas eu le succès escompté. Il s'appelait Les âmes douces. Vous pouvez le trouver éventuellement sur un étal de bouquiniste. Le livre disait que les exemples, celui de Léonard de Vinci, par exemple, c'est pas lui qui a décidé. On a le récit de l'enfance de Léonard de Vinci. Hein. Il a été gaulé quand même pour une sorte de partouze à 18 ans à Florence. Hein. Oui, je pense aussi que quelque part, il faut être dans la peau de ces personnes pour comprendre. Moi, je pense aussi qu'on ne le décide pas. D'après Balthazar, c'est marrant parce qu'il a vraiment un nom de personnage de Tintin. Oui, c'est un roi mage. Oui, d'après Balthazar, il dit que ça se décide dans le sein de la mère lors du dernier mois de grossesse. Ah oui. Par excès ou défaut d'hormones mâles ou femelles. Après, ça doit être un peu de tout. Non, mais il dit que l'appétence pour le sexe opposé vient mais extrêmement tôt, avant 2 ans, quoi. Et qu'elle est de nature hormonale au départ. Alors elle peut être jugulée, hein, mais donc le discours américain comme quoi tout le monde décide de tout, y compris de son talent. Vous avez entendu, vu en tant que peintresse à cheval sur l'Amérique, je ne sais combien d'artistes américains qui disent je suis artiste parce que j'ai fait un cursus à UCLA où j'ai fait du creative writing. Creative writing, donc je suis écrivain puisque j'ai fait mes 3 ans. Donc c'est ça qui est terrible. L'instinct est là et donc c'est inné. Pardon. Allez-y. Non, simplement on peut citer le cas de Léon. Mais mathématiciens et musiciens, ça c'est l'inné absolu. On trouve des musiciens de génie à 6 ans. Oui. On ne trouve pas de peintres de génie à 6 ans. Parce que c'est un art d'expérience. Alors que les mathématiques et la musique, c'est un art de langage. Ça vient du cerveau direct. Ça vient même, à mon avis, des étoiles par le cerveau. Je pense qu'on trouve à 6 ans l'enfant doué pour la peinture. Oui. Mais pas... Après, il le travaille. Pas à ce point-là. Après, il le travaille. C'est doué comme Basquiat, quoi. Quand même, maintenant, avec l'Internet, on voit des enfants à 5-6 ans qui font des trucs hallucinants. Oui. Quand même. Alors, il y a aussi ce côté, il y a un côté pas quantique, mais psychologique dans la peinture qui fait qu'un dessin, même maladroit, peut signifier quelque chose à 6 ans. Ah non, c'est pas du maladroit. Non, c'est vraiment... Je propose de faire une émission spéciale peinture. En tout cas, retenez en tant qu'artiste, et retenez tous les artistes qui nous écoutent, n'ayez pas de prévention exagérée contre l'intelligence artificielle. Non, je suis d'accord. Vous pouvez leur soumettre vos dessins et vos tableaux qui sont strictement personnels, et dire à l'intelligence artificielle améliore ce que je fais à 10%, pas plus, ou bien donne-moi des idées d'imaginaire dans le sens de cet imaginaire que je te présente. Et vous serez étonné presque par vous-même, parce que c'est un peu de vous-même qu'elle va faire. C'est très amusant. Mais ce que l'artiste peut toujours faire, c'est reprendre l'image qu'elle a et puis la peindre elle-même ou lui-même. Mais ça, c'est moins glorieux, parce que ça, c'est un peu comme les canevas. Vous vous souvenez, dans notre enfance, on faisait des faux tableaux. Je trouve que c'est vraiment... La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est être chez Grok, par exemple, sur X. Ça vous coûtera 8 € par mois, ce qui est quand même pas beaucoup. Ou bien une intelligence artificielle absolument remarquable, ce qui s'appelle idéogramme.ai. Vous mettez un dessin de vous au crayon et vous lui dites, tu restes dans le domaine du dessin, mais je veux le corps, je veux la scène derrière. Ça imite votre style et c'est fascinant, ça fait tout le décor. Néanmoins, je trouve ça assez pratique parce que l'artiste derrière donne quand même le message. À vous deux. En 2025, quand même, il faut souligner que Christian Combas de la France de Campagnol vous donne des programmes, des logiciels, de référence pour l'intelligence artificielle. Ça, je peux même vous dire, si ceux qui nous écoutent, il y a des geeks, il faut une carte graphique qui vaut 1000 €, il faut un ordinateur relativement puissant, et vous fabriquez votre monde d'intelligence artificielle dans votre bureau, et vous n'avez pas besoin d'être sur Internet. Ça s'appelle Stable Diffusion. Vous regardez sur Internet comment installer Stable Diffusion dans mon ordinateur. Vous téléchargez toutes
tous les programmes, toutes les bases de données, c'est-à-dire ça fait des téras, ça fait 4 ou 5 téras, qui correspondent à ce que vous aimez. Par exemple, là, j'aime beaucoup la peinture classique. J'ai trouvé des modèles qui ont la mémoire de la peinture classique dans la tête. Si je dis je veux une petite fille qui utilise un téléphone portable dans le style de Van Dyck, il me le fait. La petite fille a sa petite robe à la Van Dyck, il y a un paysage flamand derrière, c'est incroyable. Pour les Belges, c'est Van Dyck. Non mais c'est incroyable. Oui. Et vous parlez de votre enfance, de vos 12 ans, vous étiez comme ci, comme ça. Et là, maintenant, vous avez... Il est presque... Non, il est 7 heures, oui, ça. Là, vous avez bientôt... Enfin, vous avez 70 ans, 70 ans. Oui, j'ai presque 71 au mois de septembre. Voilà. C'est quoi votre bilan quand vous retournez? C'est quoi la synthèse de tout ça pour vous? C'est beaucoup de nature. J'avais la chance, mes parents avaient loué une maison assez grande dans la périphérie de Bordeaux. Donc il y avait un parc, on n'était pas propriétaire, mais j'étais quand même toujours en culotte courte dans les bois, etc. Donc ça laisse des traces. Le vélo très longtemps. Ensuite des amis un peu, ça on sent déjà le début des amis un peu plus élevés, des fils de médecins, avaient un kart, donc passion des moteurs, de la mécanique, des carburateurs dès l'âge de 14 ans. Ensuite le médecin était pilote d'avion. J'ai toujours admiré les pilotes d'avion. Donc à 17-18 ans, j'ai passé mon brevet. Donc passionné par les mécaniques, les motos, enfin bref. Et heureusement, avec toujours à peu près les moyens de le faire. Parce que bon, j'ai eu la chance de... Mon père n'était pas très riche, mais il nous a fait élever dans une école de riches. Et donc j'ai connu des gens qui avaient des châteaux un peu partout, notamment en Normandie, qui avaient assez de patience pour tolérer les légers défauts d'éducation des 14 ans et demi. Mais après, on apprend très vite à faire le baisement. Et voilà. Et au bout d'un moment, je suis devenu un étudiant comme les autres d'une famille qui passait pour bourgeoise, bien que la mienne le fût un peu moins. Et j'ai surtout eu la chance de vendre mes livres très bien dès le départ. Et donc j'ai acheté ma maison à 24 ans, 25 ans. Donc la chance quand même. La chance est un ou l'opportunité. Peut-être un peu de talent quand même. Ah, et il y a le talent et la chance. Et puis il y a des gens qui n'ont aucun talent et qui ont de la chance aussi. Oui. Il y a ça aussi. Et puis les animaux, parce qu'on a la chance dans le studio d'avoir Tuco. Ah oui, il y a mon petit chien, qui est là partout. Qui est célèbre par la rubrique, qui est là sur le fauteuil à côté de moi, que vous ne voyez pas, mais il vous salue. Tuco, je crois que c'est le nom du... Tuco, c'est le nom de Tycho Brahe, qui est un astronome danois du XVIe siècle, sur lequel j'ai écrit un livre. Oh, d'accord. Livre qui n'a eu aucun succès en France, mais qui a été traduit en russe. J'en suis très fier. Non, moi, intellectuellement, je suis beaucoup plus bas parce que pour moi, Tuco, c'est le truand dans le bon labo. Et on va conclure là-dessus en vous remerciant, Christian Combas. C'est très gentil de m'avoir permis de parler de choses dont je ne parle guère ailleurs. Pas chez Borowski, pas chez... Votre éventail est plus ouvert. Très bien, on vous remercie alors de nous avoir accordé cet entretien et nous invitons le public à liker, partager, commenter, à s'abonner et à faire parler de nous. Et je remercie Lamine et Catherine. C'était un grand plaisir. Merci. Super discussion. Voilà. Très gentil. Et nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode du Monde d'à peu près. Merci et au revoir.